Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la Banque mondiale est satisfaite de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire. Elle a rendu les conclusions de la 10e revue technique du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique. Les experts estiment que l'agence foncière rurale LAFOR a fait des progrès dans la conception de la stratégie nationale de sécurisation. Célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Les ONG, les associations et les autorités administratives religieuses et coutumières de la région du Tonkoui s'engagent à mettre fin à cette pratique. 28 victimes et pratiquantes ont reçu près de 3 millions de francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus. On ira à la découverte d'un cours d'eau dans le nord du pays, un affluent du fleuve Niger, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce plan d'eau paisible de DBT, département de Tengrela, facilite le commerce entre deux pays. Plusieurs personnes en provenance du Mali traversent cette frontière naturelle les jeudis pour le jour du marché de DBT. On en parle dans le dossier. Et puis le Gabon doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local, mais les représentants de l'UE ont annoncé qu'ils ne déploieraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote. Un signe inquiétant, estime l'opposition. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a reçu les conclusions de la 10e revue technique du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale. Elle est menée par une équipe d'experts de la Banque mondiale. Le chef de mission a notamment salué les progrès de l'AFOR dans la conception de la stratégie nationale. On le voit avec Jean-Luc Bambo. Entamée depuis le 1er février, la mission de la Banque mondiale sur le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, s'est achevée ce vendredi avec un satisfecit. Les experts ont salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le processus de sécurisation de la propriété foncière rurale. L'AFOR a réussi à débloquer le compteur des certificats fonciers qui était longtemps à l'arrêt en Côte d'Ivoire. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a près de 25 000 certificats fonciers. C'est beaucoup, mais on sait qu'il y a énormément qui reste à faire si on regarde tout l'étendue du domaine foncier rural. C'est pour ça qu'on regarde ces résultats du PAMOFOR pour s'en inspirer, pour discuter avec le gouvernement et voir comment faire plus grand, plus vite et couvrir un maximum de régions dans les années à venir. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars, soit près de 30 milliards de francs CFA. Et le satisfecit de ces experts ouvre la voie à un nouveau projet visant l'accélération de la délivrance des actes de sécurisation des droits fonciers dans le domaine rural. En effet, la maîtrise des questions liées au foncier est un préalable à un développement harmonieux de tout pays. Il s'agit donc d'insister sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de hisser au rang des priorités la sécurisation des droits fonciers ruraux dans tous nos programmes de développement. La phase d'expansion du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire est prévue pour cette année. Le défi de l'agence foncière rurale est de délivrer 37 000 certificats fonciers supplémentaires. Défi qui s'accompagne également de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et le développement économique local. Le conseil municipal de la commune d'Abobo a tenu sa première réunion de l'année 2023. D'importants projets sont prévus pour cette nouvelle année. Le maire Kandia Camara a annoncé la signature d'une convention pour le jumelage des communes d'Abobo et New York aux États-Unis. Elle appelle ses collaborateurs à œuvrer pour améliorer les recettes de la municipalité. Khalil Diomandé et Franck Wadio. Le maire Kandia Camara veut positionner Abobo au rang des communes qui comptent. Et pour réaliser l'idéal, elle entend s'inspirer des bons exemples en matière de développement communal. Le 17 février prochain, une délégation du conseil municipal conduite par le maire Kandia Camara se rendra dans le New Jersey aux États-Unis pour le jumelage de la commune d'Abobo à celle de Newark. Un partenariat qui permettra d'améliorer et de renforcer les infrastructures sociales, culturelles, sanitaires et éducatives. Nous sommes certains que ce partenariat permettra à la mairie d'Abobo et à la commune d'Abobo d'atteindre aussi certains de nos objectifs. Parce que ce serait un partenariat fructueux pour notre commune, mais surtout pour nos populations. Abobo est en plein chantier et porte de grandes ambitions. Kandia Camara exhorte donc ses collaborateurs à améliorer les recettes pour la facilitation de la mise en œuvre de tous les projets en cours, et ce,
envisagées. Quand on a de grandes ambitions, il faut aussi avoir de grands moyens. Si nous voulons que le président soit encouragé avec son gouvernement à nous aider, il faudrait que nous-mêmes, nous fassions des efforts. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois encourager les uns et les autres à faire en sorte que la commune d'Abobo et la mairie d'Abobo aient plus de moyens, plus de ressources. L'objectif, in fine, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos populations. 2023 étant une année électorale, le conseil municipal invite les Abobolais à cultiver la paix et à prôner le vivre ensemble, des impératifs pour booster le développement d'Abobo. Puisqu'on parle de développement, le gouvernement veut accélérer sa politique de logement. Le ministre de la Construction était en visite à Aoué sur la route d'Alépé. Ce site va abriter les futures opérations immobilières initiées par l'État. Une occasion pour Bruno Dambagné-Koné de réaffirmer l'ambition du gouvernement de faire émerger un nouveau pôle urbain, une ville nouvelle, moderne, porteuse de développement. Le reportage de Lansine Bakayoko. Ce sont environ 300 hectares de foncier qui ont été mobilisés par le ministère de la Construction et mis à la disposition de plusieurs promoteurs immobiliers tirés sur le volet. Il s'agit pour Bruno Dambagné-Koné de relancer l'ambitieux programme présidentiel de construction de logements sociaux, économiques et de standing. Notre ambition, donner aux Ivoiriens un logement qui soit décent, qui soit abordable. C'est vraiment la première équation sur laquelle nous travaillons. Et puis, en même temps, nous travaillons pour faire en sorte que nos populations aient un cadre de vie qui soit le plus agréable possible. À travers ces nouveaux projets, le gouvernement envisage de faire émerger un nouveau pôle urbain, une ville nouvelle moderne, fonctionnelle, smart, intégrée au tissu urbain environnant et porteuse de développement pour l'ensemble de la commune d'Anyama et de la sous-préfecture de Brofo-Doumé. Nous profitons de cet arrêt ici pour lancer cet appel aux promoteurs ivoiriens, aux promoteurs internationaux, à tous les promoteurs qui aujourd'hui souhaitent intégrer ce projet, de nous rejoindre. L'objectif étant qu'à terme, en vitesse de croisière, nous puissions être à un niveau de production de l'ordre de 50 à 60 000 logements par an. Bruno Dambagné-Koné est allé s'enquérir de l'avancement des programmes de terrain équipés à Bakou et des lotissements à équipement modéré, toujours sur le même site d'Aoué. À terme, le site d'Aoué devrait abriter des habitations de tout genre, allant des villas basses aux immeubles de type R+8, avec toutes les commodités pour une vie agréable. Et la vie également agréable dans la capitale politique qui retrouve ses belles voies bitumées. Ces lacs sont aussi en cours de nettoyage. Le ministre de l'Environnement s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. Il s'agit de 13 lacs pour lesquels l'État a mobilisé environ 4 milliards de francs CFA. Vous le verrez dans ce reportage de Kader Sogodogo. C'est un chantier qui avance bien. Voici le nouveau visage des lacs jouxtant la résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Ils ont été débarrassés des végétaux aquatiques envahissants. Les ordures ménagères qui se sont retrouvées là malencontreusement du fait de l'homme ont également été soustraites. Les crocodiles qui y vivent sont dans un environnement de charme. Sans trop s'approcher, on devine aisément qu'ils apprécient ce confort. En septembre 2022, en lançant les travaux de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, voulait en arriver là. Et les choses semblent aller dans le bon sens à l'issue de cette visite. Nous sommes satisfaits du travail qui a été fait. C'est vrai qu'il y a près de 13 lacs, mais sur les 13 lacs, qui représentent à peu près 230 hectares, nous avons pu traiter au jour d'aujourd'hui 110 hectares, qui représentent à peu près 5 lacs. Tout fait pour mettre fin au dépôt des ordures ménagères. Un impératif. Pour pouvoir garder donc l'ossature de ces lacs qui représentent quelque chose d'important en termes d'écotourisme pour Yamoussoukro, j'exhorte donc la population de Yamoussoukro à faire en sorte que ces lacs-là soient entretenus. C'est vrai, nous avons nettoyé donc l'intérieur de ces lacs, mais les abords des lacs doivent être traités. Mais ça, c'est l'affaire des populations. Le ministre-gouverneur rassure quant à son engagement à œuvrer pour la dépollution des lacs de Yamoussoukro. Il va falloir mettre sur pied un programme d'assainissement de ces lacs-là.
et peut-être un peu plus de rigueur dans la façon dont les maquis sont installés, voir comment ils se débarrassent de leurs déchets, comment traiter, apporter une solution à ce problème-là. Parce qu'on aura beau nettoyer, tant que ce problème général d'assainissement n'aura pas été résolu, les nuisances continueront. Le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro est financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 4 milliards de francs CFA, un montant qui prend en compte l'acquisition de 4 engins nautiques. Le projet prend fin en septembre 2023. Et allons dans l'ouest du pays, c'est la ville de Mans qui a accueilli la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, édition 2023. Une rencontre qui a mobilisé les ONG, les associations, les autorités administratives, religieuses et coutumières de la région du Tongui. Ils s'engagent à mettre fin à cette pratique. Au cours de cette célébration, 28 victimes et pratiquantes ayant abandonné les couteaux ont bénéficié d'un appui financier de 2,8 millions de francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus. Mamadou Kouassi nous en parle. Responsables d'ONG, guides religieux, autorités coutumières et administratives, ainsi que les organismes internationaux étaient tous mobilisés dans la cour de la préfecture de Mans pour crier leur ras-le-bol face à la mutilation génitale féminine, particulièrement l'excision. Exclusion, ça suffit! Exclusion, ça suffit! Occasion pour ces femmes ayant abandonné cette pratique culturelle de prendre des engagements à la face de la nation. Ce n'est pas important de faire du mal aux jeunes filles. Maintenant, nous vous disons qu'à partir d'aujourd'hui, on a laissé le couteau pour toujours. Pour les accompagner dans leur démarche, les victimes et les ex-pratiquantes reçoivent de la part de la ministre Nassine Batouré un appui financier. Un appui financier de 2 800 000 francs CFA pour ces 28 femmes pour leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines à Mans a été une tribune de sensibilisation et de prise d'engagement. Le roi va stimuler tout le monde pour que nous nous engagions à respecter ce qu'on vient de dire, à savoir bannir le MGF. Nous œuvrons chaque jour pour que ces femmes-là vraiment soient restaurées, pour que ces femmes-là aient la paix, pour que ces femmes-là puissent vivre librement. J'en appelle au sens de responsabilité des chefs traditionnels, des chefs de communauté, des chefs religieux, pour qu'ils s'engagent résolument auprès de nos populations dont ils ont la charge dans la mise en œuvre du processus de transformation des normes sociales pour mettre fin à la pratique de l'excision dans notre district et dans notre région. Le gouvernement et le système des Nations Unies restent fermes face à la résurgence de cette pratique honteuse pour la femme, une pratique non médicale qui cause d'énormes dégâts chez les victimes. Pour ce qui est du système des Nations Unies, nous voudrions encore une fois saluer les efforts du gouvernement pour mettre fin à la pratique, mais vous rassurer de notre appui et de notre accompagnement. Il est vrai que ce sont les femmes qui tiennent le couteau, qui mutilent. Il est aussi bon de reconnaître que certains hommes contribuent explicitement ou tacitement en autorisant cette pratique dans leur famille et dans la communauté. C'est pourquoi la présente cérémonie est une occasion pour nous d'attirer particulièrement l'attention des hommes, des jeunes hommes et des garçons, afin que nous soyons tous sensibles à la détresse de nos sœurs et de nos filles. En Côte d'Ivoire, les régions nord et ouest restent les plus touchées par ce fléau. Et le taux de prévalence des mutilations génitales féminines varie entre 36 et 38%. On dénombre plus de 26 cas signalés l'année dernière et totalement pris en charge. Elles sont plus de 200 millions de femmes qui souffrent de cette pratique dans le monde. Et c'est 13h dans le Dimanche Magazine. Le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire était l'invité de Herman Guivet. Ils ont parlé des grandes leçons qu'il convient de tirer de l'organisation à Yamoussoukro, de la cérémonie de remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien. La présence de tous ces chefs d'État dénote une volonté politique actuellement du président Alassane Ouattara, qui a beaucoup contribué dans la consolidation de la paix, la réconciliation, la cohésion sociale. Et donc, à travers son leadership, il y a eu la mobilisation de ces invités qui sont d'une importance capitale
Au-delà des présidents d'autres pays, nous avons eu les 3 présidents de ce pays et ça a dénoté à toute la communauté internationale l'importance du processus qui est en cours et la consolidation de la paix qui est en cours. Et la Côte d'Ivoire a été la vitrine au niveau international pour célébrer la paix. Ça m'inspire un grand espoir et une grande victoire aussi du processus de réconciliation parce que la Côte d'Ivoire a été suivie partout dans le monde à travers ce prix. Et le pays a pu servir d'exemple et a montré à tout le monde entier qu'ils ont dépassé un niveau qui était ce niveau de crise. Mais aujourd'hui, on est à un niveau où ces leaders politiques sont capables de se mettre ensemble et de célébrer la paix ensemble en mobilisant de leur côté et en consolidant tous pour la réussite et l'atteinte d'une situation paisible et une cohésion sociale. Et parlons maintenant des initiatives en faveur des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse a remis un chèque de 19 millions de francs CFA aux lauréats du concours Miss 2.0, une compétition qui met en lumière le leadership féminin. Ce montant va permettre d'accompagner les jeunes filles dans la réalisation de leurs projets. Khaled Diomandé, Franck Quadio. Makani Touré, sacrée lauréate du concours Miss 2.0 édition 2022, et sa première dauphine reçoivent des mains du ministre Mamadou Touré un chèque de 5 millions de francs CFA. La deuxième dauphine, quant à elle, bénéficie de 2 millions de francs CFA. Chacune des 7 finalistes de la compétition perçoit également la somme de 1 million de francs CFA. Au total, 19 millions de francs offerts par le ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'agence Emploi Jeunes pour l'accompagnement de ces filles dans la réalisation de leurs projets. Alors la mise en œuvre de mon projet va commencer par une phase pilote qui va contenir 6 localités autour d'Abidjan. Et dans ces 6 localités-là, nous allons sélectionner 25 femmes auxquelles on va faire le renforcement de capacité, on va faire l'analyse des sols. Le projet se base sur des cultures maraîchères. Outre les lauréates, le comité d'organisation du concours est gratifié d'un chèque de 10 millions de francs CFA. Un montant qui va permettre de pouvoir bien organiser les différentes étapes du concours. Pour Mamadou Touré, cet appui financier global de 29 millions de francs au concours Miss 2.0 est simplement la traduction en acte de l'engagement pris par le président Alassane Ouattara, celui de faire de 2023 l'année consacrée à la jeunesse. Le gouvernement s'engage aujourd'hui à soutenir toutes les initiatives jeunes qui apportent une plus-value à l'évolution de notre pays et surtout au bien-être des populations. J'ai été agréablement surpris par la qualité des projets présentés par ces jeunes filles. Donc ces ressources sont mises à disposition, mais en lien avec le comité d'organisation, nous allons donc faire un suivi pour nous assurer qu'effectivement ces jeunes dames ont pu mettre en œuvre leurs différents projets. Créé en 2020, Miss 2.0 est un concours digital de leadership féminin. Il met en compétition des candidates sélectionnées sur la base de leurs capacités intellectuelles, compétences, projets et de leur engagement communautaire. Allons dans le nord du pays, un affluent du fleuve Niger, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, fait le bonheur des populations dans la localité de Débété, département de Tengrela. Ce cours d'eau paisible facilite le commerce entre ces deux pays. Vivre et non-vivre transitent pour le Mali. Plusieurs personnes en provenance de ce pays voisin traversent cette frontière naturelle pour se rendre à Débété les jeudis pour le jour de marché. À la découverte d'un cours d'eau entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le dossier signé à Michisoko. Un environnement paisible, un cours d'eau calme. Une quiétude perturbée par le bruit de pirogues à moteur tous les matins à partir de 6 heures. Nous sommes sur l'un des affluents du fleuve Niger à Débété, à 33 km de Tengrela, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté de la rive se trouve le Mali. Et pour s'y rendre, vous avez seulement 5 minutes de traversée et moins d'1 kilomètre à parcourir. Ce cours d'eau, c'est toute une histoire apprise par Daouda Kone, le fils du chef du village de Débété. On appelle Débété Bas. Ça quitte au Djéré, sur ce Tokala Débété. Après, c'est Fouakwala, premier village de sous-préfecture du Mali. Ici, autochtones et halogènes profitent de cet affluent du Niger. C'est le cas du Aboukane, un pêcheur malien résident à Débété. Mais ce jour-là, pas de poissons à cause de la montée des eaux.
Avant, nous trouvions assez de poissons. Par jour, nous pouvions aller jusqu'à même 40 kilos. Et en ce temps, même le poisson était vendu à 400. Aujourd'hui, on n'en trouve pas assez. Par jour, on a 8, ou alors quand on a trop, c'est 10 kilos. Selon Daouda Kone, plus de 200 personnes en provenance du Mali traversent ce cours d'eau pour se rendre à Débété tous les jeudis, jour de marché. Ce cours d'eau frontalier, c'est le chemin prisé pour faire transiter vivres et non-vivres. L'absence d'un poste de contrôle douanier est une aubaine pour les commerçants. Donc on préfère chaque fois venir payer en Côte d'Ivoire et nos clients sont satisfaits non seulement des prix mais de la qualité des motos que nous avons ici. Mali, on connaît la situation là-bas, ils en ont besoin. Je vends les toll bags, je vends le ciment. Cette traversée quotidienne est un business juteux pour les jeunes de Débété. Seuls, ces chiens qui ont choisi l'andage pour gagner l'autre rive sont exemptés des frais de passage fixés à la tête du client ou en fonction du poids de la marchandise. Droit de passage par personne, 200 à 2000 francs et jusqu'à 5000 francs CFA pour les marchandises. Une tarification fortement décriée. Moi, je fais chaque jour les va-et-vient. Le premier jour, en passant, on m'a dit 1000 francs pour moi, 500 pour la moto. Aujourd'hui, c'est 2500, on me demande de payer en tout pour la traversée. S'il passe le matin, le soir, s'il vient, on ne prend pas l'argent. Mais si tu dors là-bas encore, tu vas payer. Parce que si le moteur est gâté là, on ne peut pas réparer ici. Ils n'ont pas le choix. Ce passage naturel est aussi le plus court chemin pour se rendre à Bamako, la capitale du Mali, à un peu plus de 300 km. Un pays en proie depuis des années au terrorisme. La question de la sécurité se pose donc. Il y a beaucoup de gens qui passent. Mais il y a des gens, si nous on ne connaît pas, ils viennent les attraper, aller au village, pour aller lui demander, questionner. S'ils voient qu'il n'est pas mauvais type, ils laissent. La population est suffisamment sensibilisée, puisqu'il y a eu des cas ici où il y a des personnes suspectes, enfin, qu'on ne connaît pas dans le secteur, qu'ils ont saisi, qu'on a envoyé à la gendarmerie pour enquête. Pour désenclaver cette zone, bientôt la construction d'un pont sur le fleuve Débété. Ce sera par le biais du programme d'échanges commerciaux de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso, Escabo. S'il y a pont, les camions même vont sortir vers là, ça va trouver que l'État ivoirien est là. Ça va envoyer développement au village de Débété premièrement d'abord. Ça va rendre Débété un carrefour. On a parlé des échanges commerciaux, je pense que ça va accentuer ça. 6000 âmes vivent à Débété. En attendant la réalisation du pont comme promis par Escabo, Ivoiriens et Maliens continuent de profiter de ce cours d'eau avec tous les risques que cela comporte. Le dossier de ce soir, la découverte d'un cours d'eau entre la Côte d'Ivoire et le Mali, notamment à Débété dans le département de Tingré-La. Le ministère de l'Enseignement technique continue de proposer les opportunités de formation professionnelle et d'apprentissage. S'est tenu un atelier d'élaboration des outils de mise en œuvre des formations dans les métiers des sports, un domaine qui peut faciliter l'insertion des jeunes. On voit le reportage de Issa Kionayo. La grande messe du football africain, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est pour le mois de janvier prochain. En prélude à cet événement et en partenariat avec le ministère des Sports, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage initie un projet de formation insertion des jeunes dans les métiers des sports. Des outils sont donnés au cours d'une séance de formation au lycée technique de Cocody. Ce type de formation se fait donc dans le cadre de l'école de la deuxième chance. 35 métiers qui ont été identifiés pour lesquels pour l'instant, il n'y a pas de profil de formation. Donc c'est une sorte de conception des parcours de formation que nous allons faire pour ces métiers. Ces métiers-là sont entre autres des métiers pour la requalification et l'insertion des jeunes. Donc en termes de moniteur sportif, moniteur fitness, moniteur renforcement musculaire, dans le domaine aussi du commerce. Cette initiative, selon les responsables des deux ministères, s'inscrit bien
dans la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara qui fait de l'année 2023 celle de la jeunesse. Nos ministres respectifs donnant suite à cette vision ont bien voulu nous mettre en mission. Il s'agit d'implémenter le recrutement de jeunes, la formation de jeunes et leur insertion. C'est un challenge pour notre ministère, mais nous sommes prêts. Nous avons 2 outils qui ont été élaborés pour pouvoir répondre à ces besoins en ressources humaines du secteur productif, de l'administration et même du secteur privé. Il s'agit de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. 5000 jeunes sont concernés par ce projet. Un projet qui vise à donner à ces jeunes des qualifications reconnues et valorisées avec des parcours de formation normés et solides. En sport, sur le rectangle vert, cette fois Coupe de la Confédération, la SEC bute sur le DC Motema Pembe. La première journée disputée cet après-midi au stade de Yamoussoukro. Le seul représentant ivoirien n'a pas pu s'imposer. La rencontre soldée par un nul, 0-0. Véronique Conan, Samuel Metch. La SEC et le Motema Pembe n'ont pas pu se démarquer dans ce début de compétition à Yamoussoukro. Essis Baudelaire et ses coéquipiers qui avaient l'avantage du terrain n'ont pu trouver le chemin d'un filet malgré cette occasion qui leur est offerte à la 41e minute de jeu. 0-0 à la pause. De retour du vestiaire, la SEC tient toujours la barre mais ne concrétise pas ses occasions de but. La défense congolaise tient tête au Mimo. Plusieurs actions de la SEC restent vaines. Les occasions de but se multiplient, mais la SEC reste maladroite. Score final 0-0. Une mauvaise opération comptable pour le champion de Côte d'Ivoire qui perd ses premiers points. La SEC occupe la 2e place de la poule qui est dominée par les Diables Noirs du Congo victorieux. 3-0 des Rivers United du Nigeria, que les Jaunes et Noirs affronteront le dimanche prochain au Nigeria. Dans l'actualité politique, le RHDP a présenté ses nouveaux adhérents aux populations de Koumassi. Parmi eux, Yapi Noï Raymond, ex-maire de la commune, et Narcisse Ndri, ancien directeur de cabinet du président du PDCI-RDA. Une cérémonie, place Inch'Allah, en présence de plusieurs cadres du parti. Laure Goretti, Abou Sanougou. C'est dans l'effervescence et la joie que le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a présenté aux populations de Koumassi ses nouveaux adhérents. Parmi eux, l'ex-maire de la commune de Koumassi, ex-vice-président du PDCI-RDA, et Ndri Narcisse, ex-directeur de cabinet du président du PDCI-RDA. Aujourd'hui, j'aborde la couleur orange après avoir rangé le vert. Et comme vous pouvez le constater, je garde le blanc de la sincérité de l'engagement. Le blanc de la paix, en un mot, le blanc de l'oufouettisme vrai. Une décision qui ravit militants, cadres et sympathisants du RHDP. Nous repartons de Regayadi avec le message de paix, avec le message d'union. Aujourd'hui, personne n'est sans savoir que le président Alassane Ouattara apporte le développement en Côte d'Ivoire. Et M. Ndoye Raymond, en venant au RHDP, s'est inscrit dans la droite ligne du président Alassane Ouattara. Pour les représentants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'arrivée de ces nouveaux adhérents de haut niveau est un honneur pour leur parti. Allez parler à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore compris où se trouve le bonheur, où se trouve le vivre ensemble, où se trouve la paix, où se trouve le développement. Il faut aller les convaincre. Le RHDP auquel vous avez décidé d'adhérer est la consécration de la volonté, même fois réaffirmée, des héritiers politiques du président Félix Houphouët-Boigny. Avec le RHDP, nous travaillons à bâtir la nation ivoirienne, une solidaire, prospère, travailleuse et protectrice des valeurs qui font notre société de dialogue, de pardon et de partage. Le RHDP a enregistré dernièrement plusieurs nouvelles adhésions et toutes sont heureuses d'accompagner le développement de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara dans sa vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Et nous terminons avec ce traditionnel tour de l'actualité les dimanches, une revue de ce qui a marqué le monde, le 7 sur 7 avec Sidonie Davila.
Un séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie, provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles. À ce jour, plus de 28 000 personnes y ont trouvé la mort selon les derniers bilan officiel communiqué. Le programme alimentaire mondial a établi à plus de 800 000 le nombre de personnes touchées par le séisme. L'armée congolaise a défilé dans Goma pour rassurer la population au lendemain d'une manifestation violente contre la force est-africaine. Cette force est accusée d'inaction face aux rebelles du M23. Créée l'an dernier, la force régionale est-africaine a pour mission d'imposer la paix dans l'est de la RDC où le M23 est à l'offensive depuis fin 2021. Le président zambien a commué des condamnations à mort en réclusion à perpétuité, 6 semaines après l'abolition de la peine de mort dans le pays. Au total, 390 prisonniers purgeront désormais une peine à vie. La Zambie est le 25e pays d'Afrique subsaharienne à avoir aboli la peine de mort, selon Amnesty International. Les chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée se sont rencontrés à Ouagadougou. À cette occasion, les 3 pays ont souhaité la levée de leur suspension de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Ils avaient été suspendus de ces 2 organisations après les prises de pouvoir par des militaires. Au moins 10 soldats ont été tués lors d'une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés terroristes dans la région de Tillabéri, à la frontière du Mali. Le ministère annonce 16 personnes disparues et 13 militaires blessés. La riposte des soldats et l'intervention des vecteurs aériens ont forcé les assaillants à se replier. La 4e journée d'action contre la réforme des retraités a été marquée par un regain de mobilisation dans les rues de plusieurs villes françaises. Plus de 900 000 manifestants ont défilé partout en France selon le ministère de l'Intérieur, des chiffres en hausse par rapport au 7 février où les autorités avaient recensé plus de 700 000 manifestants au niveau national. Le Gabon doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Mais les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déploieront pas d'équipe pour surveiller le processus de vote. Une nouvelle qui inquiète l'opposition. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. On se chauffe dans sa vieillesse avec le bois amassé pendant la jeunesse. Je vous souhaite alors une fructueuse semaine.